Et donc, on va continuer à faire l'enquête sur ce sujet. Mais en fait, aujourd'hui, nous avons notre invité Lucien Alexandre Castronovo, qui travaille pas mal sur la question des transports dans le pays d'Aix et notamment Aix-en-Bus. Et donc, la question qui me vient, Lucien, est-ce que ce problème est un cas isolé ou est-ce que tu es surpris de la situation ou est-ce que il y a quelque chose qui peut expliquer cela? Non, je ne suis pas surpris, sauf que ça a un côté dramatique quand même pour une gosse. Donc, mais il y a beaucoup d'autres cas. Il y a aussi les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes qui vont travailler et le bus leur passe sous le nez, soit parce qu'il est plein, donc ça veut dire qu'il est mal dimensionné, soit parce que, comment dirais-je, il a du retard. Enfin, bref. Il y a beaucoup de cas. Là, visiblement, pour une gosse de cet âge-là, ne pas pouvoir aller au collège comme il faut et elle a tous les droits comme tous les enfants, c'est quand même un cas dramatique. Mais les éléments que tu as donnés, c'est pas sécurisé, il va être supprimé, etc. Ça fait partie de tous ces dysfonctionnements qu'on découvre depuis quelques années dans ce réseau Aix-en-Bus. Alors, il faudrait peut-être mettre un contexte un peu plus large. J'ai pris quelques notes comme ça, à la fois de mémoire, mais que j'en ai vérifié certaines. Aix-en-Bus est ce qu'on appelle une délégation de service public. Délégation de service public, c'est une autorité, une collectivité qui dit, voilà, nous vous donnons les clés pour gérer ce service public à notre place et chaque année, vous nous faites un compte-rendu. Keolis a obtenu donc ce marché qui avait été mis en concurrence et il a obtenu ce marché pour une durée de 8 ans. Ça a commencé en 2012, ça va aller jusqu'en 2020. Total du budget, 242 millions d'euros, ce n'est pas rien. 242, ça permet ce contexte de comprendre qu'il y a de l'argent. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que c'est que cette délégation de service public? Elle évolue au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'il y a des modifications, il y a des demandes nouvelles de lignes, etc. En 5 ans, on a passé 8 avenants. Certains ne correspondaient qu'à des augmentations de tarifs ou des ajustements de tarifs, d'autres sur des dessertes supplémentaires ou des suppressions de dessertes. Alors la vitrine, comment Keolis a gagné cette DSP face à ses concurrents? La vitrine, c'est ils ont promis le renouvellement total des véhicules et on a pu le constater en 2012, ce n'était que des autobus tout neufs. Donc les autres, je ne sais pas si c'était à la casse, revendus morceau par morceau, je ne sais pas. La réalité... J'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que c'était important de renouveler le parc? C'est-à-dire, est-ce que c'était nécessaire ou est-ce que finalement c'est du gâchis écologique? Alors moi qui suis un usager régulier et maintenant, vu que je ne travaille plus, que je suis retraité, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre le bus et voilà. Donc non, c'est que la mémoire, je me rappelle que les bus aient commencé à être chaotiques. C'est-à-dire, bon, déjà déglingués, oui. Ils n'étaient pas renouvelés systématiquement en totalité, donc c'était un certain nombre par an, voilà. Donc, alors, la réalité, c'est que les lignes sont modifiées, pour pas dire chamboulées. Il n'y a pas de concertation en amont pour écouter la population qui exprime un contentement et des protestations. Ben là, c'est le cas. C'est-à-dire que voilà. L'arrêt est annulé, enfin, il n'est plus desservi, et personne dans le quartier ne le sait. Donc, parce que là, on parle de la petite collégienne, mais le papa ramène la petite à l'école primaire et rencontre le même problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille chercher de l'arrêt plus bas. Et personne n'est au courant. Et personne n'est capable d'expliquer. C'est ça. Donc voilà, donc il n'y a pas de concertation. La municipalité, à un certain moment, dès 2012, a été contrainte ensuite, puisqu'elle ne fait pas de concertation pour savoir quels sont les besoins et les attentes des usagers, donc a fait des réunions publiques, forcée à faire ces réunions publiques qui étaient houleuses. J'assistais à 3 sur les 5, donc c'était houleux. Je n'interviens pas parce que dans ces réunions, en tant qu'élu, je laisse la population s'exprimer, c'est évident. Moi, j'ai d'autres débats dans un conseil municipal, donc voilà. Mais j'ai bien entendu tout ce qui se disait. Donc là, Madame la maire a essayé de calmer un petit peu la population. Pourquoi ces gens se plaignent? Parce que on a déboussolé complètement les usagers en changeant les lignes, même les numéros des bus. Des lignes, c'est-à-dire qu'on ne savait plus si le 2 passait là où passait le 10 et le 10 là où passait le 18.
Donc les lignes et les fréquences sont inadaptées encore maintenant, elles l'ont été dès le début. Les informations qui sont données au public, c'est très important, sont contradictoires. Si vous regardez les documents papier qui sont distribués, ligne par ligne, ou sur le réseau global, et si vous allez sur le site internet, vous allez voir que les lignes n'ont pas forcément le même tracé, il y a quelques erreurs. Il n'y a pas les mêmes horaires de passage, poste par poste, c'est-à-dire arrêt par arrêt. Bref, en gros, c'est la pagaille. Ce qui veut dire que les gens sont toujours surpris, ils attendent, ils voient passer un bus, ah mais ici on ne s'arrête pas. Ou alors ils en voient passer deux d'un coup. Voilà. Donc c'est vraiment... Voilà. Alors sachez que ces dysfonctionnements, c'est important, je vous ai donné le chiffre de 242 millions tout à l'heure, ces dysfonctionnements ont coûté 28 millions d'euros pour remettre en route un petit peu le système et le réseau. 28 millions d'euros, c'est pas rien. Ben, ça fait 10% du prix du marché initial. Un peu plus de 10%. Voilà, un peu plus de 10%. Voilà. Donc, je rappelle juste, parce que ça m'amuse beaucoup, ça, c'est que c'est la même mauvaise méthode rocambolesque qui avait été appliquée avec le système des vélos. Il n'y avait pas eu de communication, pas de contact avec les comités d'intérêt de quartier. La ville a pris un plan, on dit voilà, on va implanter les vélos là et sur le centre-ville, etc. Or, la ville d'Aix est particulière par rapport à d'autres. Ce n'est pas une ville qui a été faite ni pour les voitures, peut-être un peu pour les carrosses, mais sur le court Mirabeau, et les vélos, et puis c'est tout. Donc, donc, qu'est-ce qui s'est passé? La ville, vu que le système ne marchait pas et qu'il n'y avait pas de rentrée financière, a fait une rupture unilatérale du contrat, donc, et a eu à verser 1,9 million d'euros. Tout à l'heure, je parlais de 28, là, 1,9 million d'euros de pénalité. À qui? À monsieur Jean-Claude Decaux. Chacun sait que ce monsieur est à plaindre parce qu'il vit au-dessous du seuil de pauvreté. Donc on lui donne 1,9 million. Bon, monsieur Decaux est mort, ça c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on voit les sommes qui sont mises, je me demande pourquoi on ne fait pas comme à Aubagne, on n'aurait pas un transport gratuit. Alors là tu me tends une perche. Pendant la campagne électorale de 2014, avec mon ami Edouard Valdo, nous avions mis en route ce projet de faire la gratuité des bus. Or, je pense qu'il y avait des gens qui étaient intéressés, mais enfin, vu comment se passe une élection à Aix, où nous n'avons pas de clientèle particulière à servir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est celle qui a offert le plus de clientélisme qui est passée encore une fois. Voilà. Donc, maintenant, la gratuité des bus, c'est aussi parce qu'on a un problème d'aménagement du territoire qui est dilaté, qui sort les populations plus pauvres du noyau historique et qui ne leur permet pas finalement par un accès normal au transport, un accès libre à tous les espaces urbains alors que c'est un espace social à proprement parler. Donc la gratuité des bus rééquilibrerait quelque part ce déséquilibre géographique, on va dire. C'est ce que j'ai effleuré tout à l'heure en disant que les lignes étaient inadaptées, les horaires, ceux qui veulent aller au cinéma de centre-ville et qui habitent les quartiers hors le centre-ville ne peuvent pas parce que le soir, à 11h ou minuit, ils ne peuvent pas rentrer. Donc voilà, avec les risques que ces personnes peuvent prendre, soit à pied, soit, je ne sais pas, enfin, il y a un vrai problème d'équité pour servir la population justement de manière équitable. Je voulais juste ajouter un point, c'est que ces dysfonctionnements ont motivé des grèves de la part... c'est ça que j'allais te demander. Moi, ce que j'avais repéré, c'est quand il y avait eu tous ces changements, un véritable agacement des salariés. Ils étaient, quand je dis agacement, ils étaient quasiment excédés, ne serait-ce que par les reproches qu'on leur faisait, parce que c'est eux qui prenaient de plein fouet tous ces dysfonctionnements. Alors, parce qu'ils sont au contact direct de la population et des usagers, bien entendu, donc ils sont en quelque sorte une interface écran par rapport à la direction, par rapport à ceux qui gèrent, bien entendu. Mais moi j'avais relevé comme ça, en 2014, il y avait eu une grande grève donc d'arrêt des bus pendant plusieurs jours. Et la plus récente, c'était en mars 2017. Et il n'y a pas une année où il n'y a pas de mouvement social. Et quelles sont les revendications? Elles ne sont pas toujours salariales. Il y en a. Mais ils demandent de meilleures conditions de travail. Je vous donne deux exemples. Ils n'ont pas de lieu de repos quand ils sont en pause. Et ils n'ont pas de toilettes.
c'est tout bête, mais ça fait partie normalement des commodités qu'on doit donner à un personnel. Donc, mais il y a aussi eu des problèmes salariaux. Parce que vous savez que les grandes entreprises comme ça ont l'obligation annuelle d'ouvrir des négociations avec les salariés, donc sur les conditions de travail. Évidemment, là, les salariés font toujours part de leurs souhaits. Mais évidemment, comme toujours, ici, cette direction de Keolis tente toujours d'imposer d'en haut des mesures qui n'ont pas été préalablement soumises aux salariés, en espérant qu'il y aura une démobilisation au bout d'un moment. Et on sait que parfois, il y a des grèves et des mouvements qui s'effilochent peu à peu, et ça fait boule de neige. Il y a une espèce de spirale descendante, comme il y en a eu une montante. Voilà. Alors, au niveau du peut-être on peut passer sur la haute, comment ils appellent ça, le niveau de service, le haut niveau de service. C'est le bus à haut niveau de service. Ouais. Ça veut dire qu'il est dans les normes environnementales. Là, il va être électrique. Les machines du BHNS, en tout cas, vont être électriques. Bref, il y a comme ça le respect d'un certain nombre de normes. Hein, voilà. C'est plutôt positif. Oui, là-dessus, bien entendu. Mais je veux dire, c'est pas exceptionnel. Oui. Il y a beaucoup de villes, de communes et de collectivités, comme le département, qui ont mis en route des véhicules déjà bien adaptés, qui respectent. Il y en a même qui avaient anticipé, quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà, ça. Moi, je voulais revenir sur point d'idéologie, c'est que c'est vrai que la gratuité, souvent, c'est un problème d'idéologie. C'est ni un problème technique, ni même un problème économique, puisqu'on sait que les réseaux de bus sont subventionnés à différentes échelles. Je peux expliquer ça? Bien sûr. Parce que pourquoi on avait dit la gratuité en 2014, on s'était rendu compte, on avait fait faire par quelqu'un qui avait travaillé dans les transports et notamment au niveau du département, on lui avait demandé de nous faire une petite analyse. Et la conclusion était que la vente des tickets ne représentait que 11% du budget. Donc la part apportée par les usagers était infime. Pourquoi? Parce qu'il y avait la taxe, vous savez, sur les transports des entreprises. Oui. Et nous avions rencontré quelques grands chefs d'entreprise, ex-soit des deux pôles, qui avaient dit, mais nous, si vous nous augmentez d'1 ou de 2% notre taxe, nous serons heureux. On va vous dire pourquoi. Le pourquoi, c'était, on aura des salariés qui ne seront plus pris dans les embouteillages, qui arriveront à l'heure, qui seront sécurisés, et nous, on y gagne en termes de performance d'entreprise. Mais surtout, ça représente 11%, mais quand on enlève les tickets, il y a les contrôleurs en moins à payer, il y a les tickets qui ne sont plus imprimés. C'est à double tranchant, parce que des contrôleurs en moins, ça veut dire peut-être des emplois en moins. Donc, alors, non, mais ou plus ou moins ce que je veux dire sur le long terme, mais au moins il y aurait des tickets qu'il ne faudrait plus imprimer. Il y aurait des économies. Ça. Non, bien sûr. C'est une autre façon de bâtir un budget. Tout à fait. Voilà, c'est une autre façon de bâtir un budget. Et c'est ce que nous voulions faire. Oui, c'est idéologique, ce n'est pas technique. Quoi. Voilà, on avait pensé le faire en 2 ans. Il fallait faire des études plus poussées, bien entendu. Mettre autour de la table tous ceux qui sont des participants à ce type de démarche. Et on aurait mis 2 ans. Et au bout de 2 ans, les bus seraient devenus gratuits. Vous voyez, regardez Aubagne. Maintenant, on cherche des poux à Aubagne pour son tram qui a eu un surcoût, ce qui n'est pas faux. Mais pour les bus, ça marche très bien. La dernière ville qui vient de mettre les bus gratuits, c'est Niort. Et le maire expliquait exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Mais il y a Boulogne-Billancourt qui est la plus grande ville en France. Il y en a une trentaine en tout. Il y en a une trentaine. Et c'est 116 000 habitants en Boulogne, donc c'est pas plus grand que Aix, et c'est faisable. Oui, c'est ça. Il y a 30 grandes villes qui ont mis les bus gratuits sur la base de ces éléments-là, voilà, juste une réflexion, et puis on fait des colonnes, on fait des budgets, et puis voilà, quoi. Donc il faut se baser sur le terrain de l'idéologie et non pas de la technique. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut aller plus loin avec Aix-en-Bus et croiser ce dossier avec celui du BHNS, parce que pour le BHNS, on a eu à peu près la même méthode de non-concertation au départ. Et moi, j'ai demandé à plusieurs reprises, je suis membre également élu du Conseil de territoire, qui est la nouvelle forme de l'ancienne communauté d'agglomération, et j'étais chaque fois un peu énervant, on va dire, ils sont tous là à écouter, à voter à l'unanimité, etc. Il y en a un qui lève la main, alors je me fais entendre aussi, si possible. Et j'ai posé plusieurs fois la question mais puisque vous lancez un BHNS, bon, très bien, mais comment on va articuler ça avec Aix-en-Bus? Et Madame la Présidente, qui est aussi la maire d'Aix, m'a répondu, mais on y pensera un peu plus tard, parce que pour l'instant, la priorité, c'est le BHNS.
J'ai dit donc, il y a des gens qui vont prendre le BHNS et ils n'auront pas, par exemple, de correspondance. Ils ne sauront pas où ils vont. Parce que créer un BHNS, ça fait supprimer des lignes de bus. Et donc, il faut tout articuler. Il faut un schéma directeur des déplacements. Elle m'a dit, mais on va commencer à y réfléchir, etc. Je viens d'apprendre, là, cette semaine, que le 17 octobre, c'est-à-dire, vous voyez combien d'années après, 17 octobre, qu'il y a eu une réunion avec des comités de quartier, des représentants des transports, etc., pour une synthèse enfin, ils ont dit qu'ils ont consulté du public, donc une synthèse qui montre que effectivement il faut articuler le système d'Aix-en-Bus avec le BHNS. Nous sommes à une échelle territoriale qui n'est pas celle de la métropole pour l'instant. Oui. Donc il faudra encore articuler ça plus loin avec la métropole. Voilà. Juste pour vous dire que sur le compte-rendu dont j'ai eu copie de cette réunion, on dit, je vous lis, le réseau ne verra les premières applications de sa refonte 21, c'est-à-dire après la mise en route du BHNS qui était prévue en 2019, qui risque d'être plutôt 2020. Voilà. Donc ça vous donne une idée. Voilà. Et puis si je peux juste terminer là-dessus, parce qu'il y a des choses très cocasses. La fréquence moyenne de ce BHNS sera toutes les 7 minutes. Vous savez quelle est la fréquence moyenne des lignes de bus actuelles? C'est 8 minutes. Ouais, donc ça va pas faire gagner grand-chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on aura 15 bus standards électriques, modernes, hein, donc dits de BHNS. Le budget d'acquisition, c'est 11,2 millions. Et s'y ajoute 2,1 millions de coûts d'installation des stations de rechargement électrique. Ça représente un quart à peu près de la valeur des véhicules. La longueur de la ligne ne fait que 7 km 2. Il était prévu qu'elle fasse 9, mais on a amputé une partie qui va du Krypton jusqu'au quartier sud-est, alors que c'est aussi une voie d'entrée et de sortie. Donc tu es en train de nous dire que les coûts sont un petit peu sont un petit peu grands par rapport à ce que ça va rapporter. Oui. En même temps, je pense qu'il y a une opération. Voyez ce qu'on a fait. C'est-à-dire un peu propagandiste. Donc voilà. Greenwashing. Voilà. Et pour vous donner le chiffre du coût du BHNS par rapport à Aix-en-Bus, que je citais tout à l'heure, on a un coût total de 84 millions qui inclut donc aussi les bus, etc. Mais qui n'inclut pas les travaux réels d'aménagement faits par la ville. Vous avez vu, on coupe des arbres, on refait des trottoirs, on défonce des rues. Oui. Voilà, ça passe sur un autre budget. C'est budget municipal parce que c'est sur le territoire de la ville. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. La dernière chose, si un jour vous avez cette chance, moi je serai peut-être mort, vous avez cette chance de prendre le BHNS, eh bien, pour aller de Saint-Mitre, en passant par le JAS, puis par l'avenue de l'Europe, par le Comirbeau, la Rotonde, Victor Hugo, Rectorat, jusqu'à les facultés, etc., il faudra 25 minutes. Moi, hier, j'ai mis 11 minutes en voiture. Alors, je me pose des questions. Est-ce qu'il va falloir que j'abandonne les bus pour prendre le BHNS? Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Maintenant, s'il y a peut-être des interrogations, on verra bien. Je pense qu'on va. Merci Lucien pour toutes ces informations.